Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec une intro inédite pour ce nouvel épisode de podcast Devenir Triathletics Open Tri. C'est Charlie ici au micro et je vous présente l'épisode du jour, un épisode qu'Armano a enregistré avec non pas un mais deux invités, un duo athlète-coach qui va sûrement vous inspirer. D'un côté de la table, on a Jean de la Roche-Brochard. Alors si vous n'êtes pas dans le milieu des startups ni celui de la productivité, vous allez vite découvrir Jean. Jean, il est à la tête de Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et de l'autre côté de la table, on a Christophe Lamas, c'est son entraîneur, qui est lui aussi un ultra triathlète accompli. Et dans ce podcast, c'est assez fascinant, Jean va nous partager son parcours, comment est-ce qu'en seulement 2 ans, il est passé de totalement débutant au triathlon, qu'il a presque démarré sur un pari avec un ami, à finisher d'Ironman, et vous allez le découvrir dans un temps qui est bien plus qu'honorable, et comment est-ce qu'il a pu, pendant ces 2 ans, allier les exigences de sa vie d'homme d'affaires, son quotidien avec sa famille, et puis la nécessité de s'entraîner correctement avec suffisamment de volume pour faire un Ironman. Et puis on a Christophe qui va nous raconter, lui, de son point de vue d'entraîneur, comment est-ce qu'il a noué cette relation avec Jean, et comment il a su l'accompagner pour progresser dans les 3 disciplines, et puis pour aller chercher des chronos de plus en plus intéressants sur format longue distance. C'est un échange assez riche parce qu'on a là les deux côtés de la relation, l'entraîneur et l'athlète, et qu'on voit qu'il y a plein de choses qui se nouent entre les deux pour arriver à une relation qui soit la plus saine et la plus forte possible. Et avant de démarrer l'épisode, un grand cocorico pour le paratriathlon français qui vient de vivre une journée historique avec 4 médailles. L'or pour Alexis Anquincan, notre porte-drapeau, pour Jules Ripstein, et de l'argent et du bronze pour Thibaut Rigaudot et Antoine Perel. Bravo à toutes nos équipes de France, olympiques et paralympiques. Ces jeux auront été définitivement historiques pour le triathlon et le paratriathlon français. Et puisqu'on est dans les remerciements, à notre tour de vous dire merci. Avec Armano, on a essayé de recueillir vos avis ces dernières semaines sur le podcast, en vous incitant à laisser des notes et à nous dire ce que vous pensiez du podcast. On est désormais à 155 notes 5 étoiles sur Spotify et à 77 notes 4,9 sur 5 sur Apple Podcast. Un grand merci. Pour vous, c'est peut-être juste 30 secondes, mais pour nous, ça nous permet déjà de valider que le podcast vous plaît, mais ça nous permet aussi de nous faire découvrir auprès d'autres triathlètes. Alors pour ça, un immense merci. Et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous ouvrir votre appli de podcast et en 2 petites secondes, vous nous laissez une note pour nous dire ce que vous avez pensé des épisodes. Et puisqu'on est là-dessus, sachez que vous avez aussi la possibilité sur Spotify, en dessous de chaque épisode, de nous laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez qu'on améliore sur les prochains épisodes. Et puisqu'on est en période de rentrée, on a pris les bonnes résolutions avec Armano, et notamment on va vous partager d'autres formats de podcast que des interviews. On va essayer d'aller chercher des experts pour qu'ils nous parlent de conseils pour les triathlètes. On va vous partager des dossiers pour que vous puissiez progresser, non pas seulement être inspiré. Et puis ça commence la semaine prochaine avec un épisode un peu spécial. La semaine prochaine, on va recevoir les Français qui ont participé au mythique triathlon du Norseman et qui vont venir témoigner de la réalité de ce triathlon hors norme et vont venir partager leurs conseils et leurs retours d'expérience sur ce triathlon. Et enfin, pour terminer cette intro du podcast, avant de démarrer l'épisode, j'ai 2 ressources à vous partager côté Open Tri. On a rédigé un guide il y a quelques jours sur comment optimiser son entraînement à la chaleur et comment est-ce qu'on s'habitue au quotidien à devenir meilleur sous des températures élevées. Alors, j'espère que la météo du mois de septembre nous permettra de mettre en pratique ce que vous pourrez apprendre dans ce guide. En tout cas, il est à retrouver en libre accès sur opentri.fr/blog. On met bien sûr le lien en description de l'épisode. Et je vous laisse en compagnie d'Armano, de Jean et de Christophe pour cet épisode passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon entraînement, une bonne semaine et à très vite.
Salut sportif, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Et je suis encore plus heureux parce que j'ai deux invités aujourd'hui. L'un que j'ai déjà reçu dans un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires. D'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter, je donnerai la référence pendant l'épisode d'aujourd'hui. Et puis l'autre qui est tout simplement, et oui, simplement, j'emploie bien ce mot-là, son entraîneur. Par contre, il a eu une vie très, très, très chargée de sportif de haut niveau, même si, à la base, si j'ai bien compris, c'était mal parti dans sa vie pour qu'il soit sportif. Mais bon, on va revenir avec lui sur tout ça. Je suis très heureux de tendre le micro tout d'abord à Jean de La Roche-Brochard. Salut Jean. Salut Hermano, ça va? Un peu chaud, comme je le disais en off tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est normal, on s'entraîne. Moi pareil, j'ai pas la clim là où je suis, donc voilà, je compatis. Mais en fait, je vois pas si t'es rouge de tête, parce que tu portes une casquette rouge aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est la tête qui est rouge ou si c'est le reflet de la casquette, mais bon, on va dire qu'on a chaud, c'est normal, c'est l'été. En tout cas, je suis moins rouge que ce matin lors de mon entraînement que Christophe m'a émis pour commencer la semaine où j'en ai bien chié. Faut que on va y revenir, ce sera l'occasion d'en parler, tu vas pouvoir régler tes comptes. Et puis justement, tu en parlais et je le citais en introduction, je suis très heureux de tendre le micro à Christophe Liamas. Salut Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Christophe, on le disait, tu es l'entraîneur de Jean de La Roche-Brochard, tu es son coach, c'est toi qui lui mitonne des petits, non pas des petits plats, mais des petits plans aux petits oignons. On va revenir à tout ça tout à l'heure, mais comme je le disais, je vais déjà tendre le micro à Jean pour qu'il se présente et puis qu'on comprenne un petit peu quel est le genre d'énergumène que tu dois coacher, entraîner, suivre. Donc Jean, tu le sais parce que dans l'autre podcast, je t'ai déjà tendu le micro et j'ai déjà fait comme ça, j'aime bien que mes invités se présentent. Donc je te laisse la parole, dis-nous tout, qui est Jean de La Roche-Brochard? Alors, qui suis-je en peu de temps Non, tu peux prendre tout le temps que tu veux, 2 heures si tu veux, mais après, t'as des réunions, donc... Attends, c'est quand même dingue ce moment, c'est à ce moment-là qu'il faut que la connexion saute. Tout va bien, c'est pour te faire plaisir au montage. Bon, c'est pas grave, hein, s'il est vraiment parti, après, je vais passer à toi, Christophe, et puis... Ça y est, t'es revenu, Jean? Ouais, j'espère. Sinon, ça va être chaud. Hein. Mais c'est pas grave, hein, je ferai un épisode que avec Christophe, mais l'idée, c'était de le faire avec vous deux, quand même. Non, mais allez, du coup, je te laisse te présenter. Ok. Jean, 41 ans, marié, 3 enfants. J'habite à Aix-en-Provence depuis 4 ans maintenant et je fais la navette avec Paris 2 jours par semaine. J'ai fait un peu de banque d'affaires et depuis 10 ans, je m'occupe des investissements tech de Xavier Niel, le fondateur de Free, notamment avec un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures, avec lequel on investit dans une centaine de startups par an. Aujourd'hui, c'est un portefeuille de 1400 boîtes. Et le triathlon, c'est venu il n'y a pas longtemps. J'ai commencé vaguement à faire un peu de vélo début 2022. Et puis, mi-2023, j'ai un copain qui avait besoin que je l'héberge. En même temps, il m'a dit, écoute, je viens pour le demi-Ironman de Aix, pourquoi tu ne le ferais pas avec moi? Puis à partir de là, c'était fini, quoi. J'étais piqué. Moi, c'est marrant comment tu nous racontes ça. 2022, j'ai commencé gentiment, comme ça, doucement. Et puis après, 2023, j'ai fait mon premier tri. Puis 2024, tu vas nous raconter. Non, mais plus sérieusement, comment est-ce que tu es vraiment venu au triathlon? Surtout que, tu l'as dit, tu t'occupes des investissements tech de Xavier Niel, donc le fondateur de Free. Tu es un homme d'affaires avec une vie... très chargé, t'es papa de 3 enfants, moi j'en ai 4, donc je sais à peu près ce que ça représente. En plus, t'habites à Aix, alors que ton fonds, il est basé globalement à Paris. Comment tu fais pour gérer ça et quelle mouche t'es passé, enfin quelle idée t'es passée par la tête pour te dire, tiens, je vais me rajouter en plus du triathlon? Écoute, c'est une bonne question. Bon, tout le monde te dira que c'est la crise de la quarantaine. Je pense que c'est un bon raccourci. Mais en 2018, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Human Machine. Comment s'organiser comme une machine pour vivre comme un humain. Donc, l'organisation, a priori, c'est pas un défi pour moi, c'est un passe-temps. Bien m'organiser pour être efficace. En fait, j'étais pas du tout sportif. Moi, je faisais partie des gens qui regardaient le Tour de France et qui faisaient une sieste en même temps. Et puis, en 2022, quand j'ai un copain qui est venu habiter à Aix, et qui m'a dit, Jean, tu voudrais pas faire un peu de vélo? Je me suis dit, tiens, ça va me changer de regarder le Tour de France sur mon canapé et de me mettre sur le vélo. Et donc, on a commencé gentiment comme ça. Et puis, pile un an après, quand j'ai un copain qui m'a demandé de l'héberger pour le demi-Ironman d'Aix, j'ai dit OK. Et puis, il m'a dit, pourquoi tu le ferais pas? Je me suis dit, ça doit pas être très compliqué de nager 2 bornes et de faire 20 km de course après avoir roulé un peu. Pourquoi pas? Donc, je me suis inscrit. Et puis ça s'est passé. Évidemment, je savais pas que je savais pas nager. Donc, j'ai fait la natation à la brasse. Voilà, en 42 minutes quand même, je tiens à le dire. J'ai pas traîné sur mes petits bras musclés, mais voilà. Et ensuite, le vélo, ça allait à peu près, puisque ça faisait 1 an que je roulais. Et ensuite, la course à pied, ça a été une longue descente aux enfers pour quelqu'un qui avait couru la dernière fois en 2010, tu vois. Donc, longtemps avant. Et
Et le lendemain, je suis allé sur Google. J'ai tapé coach triathlon Aix-en-Provence et j'ai pris celui qui avait l'air d'en montrer le moins, mais qui en avait fait le plus et qui répondait vite. Et Christophe, il m'a pris au téléphone. Il m'a dit voilà comment ça se passe avec moi. Si t'es OK, on peut bosser. Si t'es pas OK, on raccroche. Et le lendemain, on commençait à bosser. Et ça, T'es c'était resté au début téléphone, juin. vous avez discuté pendant 2 heures et le lendemain, vous avez commencé à bosser ensemble, c'est ça? Ouais, c'est assez vite, hein, ouais, ouais. Et puis il m'a dit bon, on va pas y passer par quatre chemins. T'es libre quand dans les 2-3 jours tu viens sur la piste, je te fais courir, on va regarder un peu tout ça. Et puis c'était parti. Et en plus, il m'a pas seulement aidé à progresser et à m'entraîner, il m'a aidé sur la nutrition. Et puis Christophe, il le dira mieux que moi, mais c'est un garçon très curieux. Et donc il se rencarte sur tout le temps. Et donc il parle de plein de trucs, tu vois. Et donc il est toujours au fait de ce qui se passe et donc c'est hyper intéressant parce que le plan d'entraînement est pas monotone ou ancré sur des bases d'il y a 5, 10, 15, 20 ans, quoi. Tu vois, il est toujours mis à jour ou en réflexion par rapport à ce qui se fait de mieux en ce moment, par rapport aux sensations, par rapport à la prochaine compète que tu as, par rapport à si tu progresses sur tes différents seuils ou pas. Là, par exemple, sur la VO2, on a fait beaucoup de fractionnés avec donc des petites distances, tu vois, du 1 km, 2 km en course à pied, avec de la récupération. En fait, on se rend compte que je mets du temps à monter dans les tours, que je récupère vite, du coup, que je passe pas assez de temps en VO2. Maintenant, on fait de la VO2 en continu. Bah, ça, en fait, si ton coach est pas curieux, tu vois, ta physiologie et comment tu fonctionnes et tes progrès et qu'il regarde pas, bah, en fait, il continuera de t'appliquer le plan bêtement sans réfléchir, quoi. Et ce qui est cool avec Christophe, c'est qu'on est en, en amélioration continue sur le Ouais. plan. Christophe lève le doigt, donc tu veux parler. Ouais. Non, non, mais c'est exactement le problème dans l'entraînement de l'individualisation. Voilà. Et l'individualisation, c'est hyper important et il faut vraiment connaître et parler avec son athlète. Aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes pour s'entraîner, des trucs un peu préconçus, mais rien ne change l'individualisation entre deux personnes. Il y a des gens qui vont être très réceptifs à l'entraînement, à des stimulus, à des charges, à des surcharges, et d'autres qui ne le seront pas. Donc c'est là où vraiment, au-delà des concepts d'entraînement, il faut parler avec l'athlète et tester plein de choses et le connaître. Jean, toi qui as l'habitude d'investir dans les startups tech, ça te rappelle pas un peu un profil de développeur qu'on pourrait recruter? Quelqu'un d'agile, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un que tu n'as pas forcément besoin de micromanager, mais à qui tu donnes des inputs et puis il les retravaille et puis il te sort ce que tu attends. Ça devrait te parler, non? Ouais, ça me parle. Enfin, en fait, en général, dans le boulot, les gens que tu as envie d'avoir en face de toi, c'est des gens que tu n'as pas besoin de motiver parce qu'ils sont motivés de manière intrinsèque, parce que sinon c'est insupportable. Et d'ailleurs, les grands athlètes, tu remarques qu'ils ont une discipline quasiment plus forte que leur coach. C'est assez lunaire. Tu vois que des garçons, là, on parle beaucoup en ce moment de Léon Marchand, tu vois. Mais Léon Marchand, il y avait un article très intéressant ce matin où quand il s'est rendu compte, tu vois, le chemin qu'il avait à faire pour arriver au niveau des meilleurs. Bah, du coup, il arrivait plus tôt, il partait plus tard et il s'entraînait plus. Hein, tu vois, il n'y a pas de secret. Donc, cette détermination intrinsèque, elle est importante. Et ensuite, tu veux des gens qui fassent preuve d'initiative et qui soient à l'écoute. Parce que si tu es buté, mais que tu n'écoutes pas, bah, en fait, tu progresses pas. Et si tu es à l'écoute, mais que derrière, tu n'as pas la détermination nécessaire pour mettre les heures qu'il faut ou mettre la charge qu'il faut, bah, ça va pas. Et c'est là où en fait, je pense c'est pour ça que tu vois que le sport est une drogue et pourquoi on s'y pique. C'est parce que ce qui fait du bien, c'est d'aller au bout de soi-même, quoi. C'est de se faire mal. Il y a 3 jours, j'étais dans une angoisse pas possible parce que je recommençais justement les séances de VO2. J'en ai parlé à Christophe. Et on commence maintenant, on fait du V en 2 en continu. Donc, en fait, je peux me mettre 20 minutes d'affilée en 3,45, 3,50 au kilo, enfin plutôt sur les pulses à 165. Quand tu te mets à 165 pendant 20 minutes, en fait, à un moment donné, tu es un robot, quoi. Tu vois, t'arrêtes de réfléchir. Et d'ailleurs, j'étais parti pour 3 km. En fait, j'étais parti pour faire 2 fois 3. Et au bout du troisième, je me dis, putain, mais t'es là, t'es dans les pulses, là, reste dans les pulses, pousse, tu vois, tu fais le 4e et tu fais le 5e kilomètre et après, t'es content. Voilà. Et cette satisfaction d'aller au bout des choses que tu t'es fixées, c'est quand même, bah ouais, c'est le kiff.
Bon, on reviendra un petit peu à toi pour revenir plus en détail justement sur ton voyage de triathlète. Je te propose qu'on présente un petit peu ton entraîneur. Christophe, je te laisse te présenter et puis tu vas pouvoir remonter loin. On a déjà échangé un petit peu tous les deux. Tu vas partager quelques trucs sur toi, mais donc vas-y, je crois qu'on est juste bloqué par le call de Jean à 18h30, donc ça nous laisse encore 1h45, vas-y. Donc, je m'appelle Christophe Yamal, j'ai 53 ans, je suis marié à Adeline depuis 1995, nous avons 5 enfants. J'ai démarré le cyclisme en 86 à la SPTT Strasbourg et le triathlon en 1988. Et je me suis engagé dans l'armée en 91. Et j'ai continué le triathlon en étant à l'armée. Donc j'ai fait 16 ans d'armée. Et triathlon, mon premier Ironman en 1997 au Japon. Et après, donc j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais gamin, des problèmes cardiaques. Et donc, je ne pouvais pas faire des intensités trop élevées. Et quand j'étais jeune, on m'a conseillé de faire du sport en endurance. Et c'est pour ça que j'ai doublé les distances assez rapidement. Donc, j'ai fait un Ironman, j'ai fait ensuite un double Ironman, triple Ironman, DK. En tout, j'ai fait 50 distances Ironman. Et j'ai passé mes premiers diplômes d'entraîneur en 95 à Tarbes. Et quand tu étais dans l'armée? Ouais, en fait, j'étais dans l'armée, mais c'était des diplômes civils, parce que moi, j'étais à l'UAT Tarbes. Et donc, j'étais au club UAT Tarbes. Et donc, j'ai passé mes premiers diplômes d'entraîneur là-bas. Et conjointement à l'armée, j'ai continué à m'entraîner, à faire des compétitions. J'ai fait 200 triathlons à peu près. Voilà. Et beaucoup de 100 km, des 24 heures course à pied, voilà, plein de choses comme ça. Voilà, j'ai fait deux titres de champion du monde par équipe, au DK Triathlon. J'ai été numéro 1 mondial moins de 40 ans sur toute la saison en 2004 et un titre de champion d'Europe par équipe en 2005. Alors, wow. Moi, ça m'impressionne autant l'avoir lu que de l'entendre parler. Tu parles de double, de triple, de DK Ironman, de DK Triathlon. Qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comprennent pas? Déjà, pour moi, le vrai triathlon, c'est l'Ironman. C'est né en 77 à Hawaï. Pour moi, c'est le vrai triathlon. Après, on a diminué les distances et le triathlon olympique est arrivé aux Jeux en 2000. Donc, le double Ironman, c'est 7 km 600 en natation, 360 en vélo, 84 en courant. Donc là, mon meilleur temps, c'est 24 heures. Ensuite, le triple Ironman, c'est 11,4 km natation, 540 et 126. Donc en fait, c'est les multiples de l'Ironman. Et moi, je suis allé au DK, donc 38 km de nage, que j'ai fait en 14h37, 1800 km en vélo, que j'ai fait en 4 jours et demi, et 422 km de course à pied en 91 heures. Et moi, je faisais le DK continu, parce qu'il y a 2 types de DK. Il y a un Ironman par jour, où là, pendant 10 jours, on va faire un Ironman tous les jours. Et le temps s'arrête quand on a passé la ligne le soir, et le lendemain matin, on reprend le départ 8 heures. Ou alors, il y a le DK continu que j'ai fait, moi, où le chrono continue, c'est-à-dire que départ natation, le chrono démarre, arrivée course à pied, le chrono s'arrête, donc on est obligé de dormir, forcément. Moi, je dormais 4 heures par nuit à peu près. Et voilà, mon meilleur temps, c'est 9 jours et 7 heures. Je posais la question tout à l'heure à Jean de comment il s'organise un petit peu, ou plutôt quelle mouche l'avait piqué pour se mettre dans le triathlon alors qu'il avait déjà des journées bien chargées. Comment tu t'organises pour faire un DK Ironman en continu, 9 jours non-stop? Comment tu prépares ça? Comment tu réalises ça? Tu as une vie de famille, tu as un boulot, tu mets tout en pause pendant 9 jours, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là oui. Moi, ce que je tiens à préciser, c'est que j'étais pas un civil déguisé en militaire, c'est que j'étais un vrai soldat et je travaillais. Donc, j'avais pas de contrat avec l'armée. Moi, j'étais sous-officier. Donc, le matin, je me levais, je montais en courant à Caen-Gers, là. Donc, moi, j'habitais dans le Var. Je faisais 15 bornes à pied. Le midi, au lieu de manger, j'allais nager à la piscine du camp. Le soir, je redescendais en courant et je faisais 3 heures de home trainer, de 9h à minuit. Voilà. Pour préparer le DK à Hawaï, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et ensuite, quand je suis allé à Hawaï, donc je suis parti 1 mois à Hawaï. Et donc là, j'ai eu 15 jours pour m'adapter. Et après, j'ai fait la course. Donc la course, c'est assez simple.
Moi, mon rythme à moi, c'était de dormir de minuit à 4 heures du matin. Voilà. De se donner un rythme d'entrée de jeu. Alors, les 3 premiers jours sont difficiles, mais après, ces 4 heures là, je dormais vraiment au sommeil profond. Et au bout de 3 jours, après, ça allait très bien. Donc, réveil 4 heures du mat. La natation, je l'ai fait d'un coup. Voilà. Toujours. Et ensuite, à minuit, donc je suis allé me coucher. 4 heures du mat, réveil. Je faisais... à Hawaï, j'ai fait 11 jours, donc je faisais 360 km en vélo par jour. Sinon, le deuxième, je faisais 400 km en vélo en 20 heures, mais avec les temps d'arrêt, manger, tout ça. Voilà, coucher minuit. Donc le vélo, ça durait entre 4 jours et demi et 5 jours. Et la course à pied, pareil, c'était réveil 4 heures. Et je faisais à peu près 105 km par jour. Et coucher minuit. Voilà. Pas de montre, pas de compteur, pas de montre cardiaque, rien du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup fait de l'auto-hypnose en fait. Et ça marchait bien en natation. Par exemple, en natation, j'ai dit interdit de me dire où j'en suis. Donc j'étais en train de nager et je voyais le soleil qui déclinait et je leur ai dit où est-ce que j'en suis. Et ils m'ont dit on te le dit pas. Je dis si tu me dis pas, j'arrête tout. Et je pensais que j'avais fait 15 bornes, j'étais au 28e. Et là, pour le mental, on se dit, il n'y a plus que 10 km à faire. Et en vélo, c'était pareil, c'est-à-dire qu'on me levait à 4 heures du matin, moi je pédalais, et mon kiné, il m'arrêtait à midi pour manger un peu. Et j'étais parti à 4 heures du matin, j'avais l'impression que j'avais pédalé 4 heures. Et en fait, j'avais pédalé jusqu'à midi. Et voilà. Plutôt que certains athlètes on leur donne le temps de passage tous les 100 mètres, ou... Voilà, non, moi j'avais besoin d'être un peu un yogique de l'ultra triathlon, quoi. Voilà, vraiment très très en méditation et en auto-hypnose. Ouais, Jean, j'imagine que tu avais screené un petit peu le profil de Christophe avant de le contacter. Tu savais tout ça? Est-ce que c'est des choses qui t'ont attiré justement pour t'entourer de ses services? Ou t'as vu que c'était un mec qui avait fait quelques trucs, qu'il n'en parlait pas trop, et puis tu t'es dit je vais le contacter et je verrai? Je pense que quand je suis tombé sur le profil de Christophe, ce qui m'a marqué, c'était qu'il avait fait du DK Ironman. Et donc, ça en disait probablement long sur sa psychologie. 2, j'ai regardé aussi les différents témoignages des gens qu'il avait coachés. Ce que j'ai aimé, c'est que il y avait des gens de tout âge, toute catégorie de sportifs, avec tout type d'objectifs. Et donc, il y avait ce côté non élitiste. En fait, moi, ce qui me dérange un peu, je suis obsédé par la performance, on ne va pas se le cacher, hein, tu vois. Et je pense que ça ne sert à rien de faire quelque chose ou de commencer quelque chose si tu t'y donnes pas à fond. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et ça, c'est toujours très personnel et à rapporter aux expériences de chacun. Donc, tu vas avoir des gens qui vont partir d'un certain endroit pour aller tu vois, à une certaine destination avec leur bagage, avec leur capacité, avec leur temps, etc. Mais si cet objectif il est fixé à l'avance, si tu te donnes les moyens et si tu as un coach derrière, tu vois, qui s'assure de faire ce qu'il faut pour que tu y arrives et qui a compris que tu pouvais y arriver, et ben dans ce cas, c'était génial. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé du coup, les témoignages sur le site de Christophe, parce que c'est des témoignages de gens de tout horizon et qui allaient vers toutes sortes de destinations. Et donc, le côté non élitiste m'allait bien, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprend aussi ce que c'est que se mettre dans le dur, l'échec, que parfois c'est le bon moment, parfois c'est pas le bon moment, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas, et donc il n'est pas là pour te mettre des claques comme si tu étais un Olympien, mais il a conscience que tu étais un amateur et il ira juste ce qu'il faut pour te donner la bonne motivation, quoi. Il viendra pas t'écraser. Et moi, j'avais un peu peur de ça, d'aller dans des endroits où, en fait, soit le groupe, tu vois, il y a des groupes de triathlon, je peux pas les citer, mais où tu sens que les gens, en fait, se tirent la bourre au point de s'écraser. Mais moi, en fait, je fais pas un sport individuel pour me retrouver avec des gens qui m'écrasent. Ça m'intéresse pas. Je fais un sport individuel pour me prouver des choses à moi-même. Donc, tu vois, ça me fait chier de me retrouver dans un endroit écrasé. Et de la même manière que tu veux des coachs qui aient conscience que, de temps en temps, tu es dedans et de temps en temps, tu es un peu moins dedans, quoi. Et c'est normal, tu as une vie, tu vois. Ouais, exactement. Moi, je pense que le but, c'est d'aider la personne à ce qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même.
Et comme disait Jean, peu importe d'où on vient, moi j'ai aidé une personne de 74 ans, elle a perdu 20 kilos, elle s'est mise à la course à pied, et donc il y a tous les profils, et ça c'est intéressant, et surtout la réalité de la vie avec des gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont les pieds sur terre et qui sont connectés, quoi. Ouais, tout à l'heure, Jean, tu parlais de la performance. C'est vrai que mon entraîneur avait coutume de dire que la performance, c'est ma performance. Sous-entendu, être performant, ça ne veut pas forcément dire être champion olympique de triathlon. Ça veut juste dire te fixer un objectif et puis devenir la meilleure version de toi-même et atteindre cet objectif. Si ton objectif, c'est de finir un Ironman, mais que tu n'as pas d'idée de temps, que tu veux juste aller au bout, voilà, tu vas au bout. D'ailleurs, on reviendra sur ton Ironman de 2023. Christophe parlait un petit peu tout à l'heure de ses façons de s'entraîner, de ce mode auto-hypnose pour pouvoir aller au bout de ses objectifs, d'entraînement sans montre, sans cardio, sans aucun repère, sauf le moment où tu as besoin d'avoir un repère. Est-ce qu'il applique aussi pour les athlètes qu'il entraîne, qu'il encadre ? Écoute, moi, il a compris tout de suite que j'étais un geek avec plein d'écrans. Et d'ailleurs, un jour, il m'a posé la question, il m'a dit, mais Jean, qu'est-ce qui se passe si ta montre, elle ne marche pas au départ de l'Ironman ? Je dis, c'est pas grave, on fera 100. Il me dit, ok, c'est bon, c'est ce que je voulais entendre. Je voulais être sûr que c'était pas un bloqueur pour toi, tu vois. Il se disait, mais putain, si le mec, il est comme ça, obsédé tout le temps sur ses chiffres, qu'est-ce qui se passe le jour où les chiffres s'affichent plus, quoi. Et moi, c'est vrai que je suis un malade. Je me rappellerai toujours du premier Ironman que je fais en septembre 2023, où Christophe me donne en fait le plan de course. Et on avait commencé à bosser ensemble seulement 3 mois et demi avant. Donc, c'était un peu tôt pour faire un full Ironman, mais c'était le plus pratique par rapport à mon agenda. Et il m'avait dit sur le vélo, il faut que tu fasses 140 pulses de moyenne sur le vélo. Tu prends la moyenne du vélo, tu vas sur mon Strava, la moyenne de tout le vélo, sur les 180 bornes, c'est 140 pulsations. Tu peux pas faire plus précis, tu vois. Et sur la course à pied à Aix pour le demi-Ironman, il me dit le semi-marathon, là, les 21 km, tu les fais en 4,17 du kilomètre. Je me dis, il est complètement starp, ce mec. Ça va pas passer. Et je l'ai fait en 4,17. Genre, c'était dingue. Et donc, ça, c'est un peu la rencontre de. Tu vois, il n'a pas de fichier Excel, il n'a pas de calculatrice, mais par contre, il sait exactement le temps que tu vas faire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait ses calculs sur ces petites feuilles de papier. Et moi, de l'autre côté, j'ai mes datas et je m'obsède à essayer d'y arriver parce que je sais qu'il a raison et que si je fais ça, en fait, ça va marcher, quoi. Et comment tu fais, du coup, tu recalcules pendant toute la course à chaque fois ta moyenne, ou c'est juste que les 160 sur le vélo ou les 4,17 sur la course à pied, ça tombait bien ? Donc moi, ce qui se passe, c'est que je fais un plan de course 15 jours avant l'épreuve. Et avec toutes les données que j'ai, parce qu'en fait, moi, je m'entraîne avec les données. Pour le DK, je m'entraînais avec les montres cardiaques et tout. Mais c'est lors du DK que là, je prends pas tout ça. Mais pour mes athlètes, je prends énormément de données pour savoir comment ils fonctionnent, pour savoir quelle allure au seuil ils peuvent tenir. Et je sors le plan de course 15 jours avant. Donc là, pour Aix, j'avais dit 4h45 et Jean, il a fait 4h44. Et dont le fameux semi en 1h30, je crois, ça. Voilà, 1h30. Donc, moi, j'étais sur le bord de la route et aussi, j'essaye de me déplacer sur les triathlons pour coacher mes athlètes. Le plan de course, il peut pas être fait. Une personne peut pas vous dire, moi, je veux faire tant à l'Ironman dans 6 mois. Là, je suis obligé de voir ses capacités et dire c'est possible, c'est pas possible. Il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent moi je veux faire moins de 4 heures au marathon. Je regarde leur Strava, je regarde leur qualité, je leur dis pas possible. Vous ferez 4h15, 4h30. Et là, avec Jean, moi j'avais dit 4h45 et je l'ai entraîné pour ces 4h45 et il a réalisé ces 4h45. Avec une petite erreur sur la natation où en fait j'ai foiré la natation, j'ai fait 38 minutes au lieu de 33, donc j'ai perdu 5 minutes. Mais par contre, le vélo, et là, c'est là où, tu vois, Christophe me dit, tu te mets au seuil sur le vélo tout le long, tu réfléchis pas. Je dis, putain, ça va quand même, pour la course à pied, ça va être chaud. Il me dit, non, t'inquiète. Et effectivement, j'ai mis le vélo, mais le vélo, tu vois, tu as la position, tu as le matos, tu as l'aéro, le fait qu'il faisait beau et tout. Et du coup, le vélo, je l'ai fait vraiment rapidement. J'ai fait 35,5 de moyenne et il y a du D+ sur Aix. Et donc, ça m'a permis de rattraper le retard de la natation et
et de finir en beauté. T'imagines, t'aurais pas foiré la natation, il se serait planté de 5 minutes en fait. C'est ça. Mais dans ce sens-là, c'est pas un problème. C'est vrai, t'as raison. Les gens ont peur se demandent s'ils vont rester au seuil longtemps, en fait. Et l'erreur que font souvent les débutants aussi, c'est de pas trop forcer, mais dans les côtes, de se mettre en VO2 max. Et là, c'est fini. Acide lactique, on va plus synthétiser, on s'est foutu en l'air. Mais le but du jeu, c'est de rester au seuil. Voilà. Et on peut tenir, si on est entraîné, on peut tenir très longtemps au seuil. Ça fait peur au début, mais une fois qu'on y est, on se dit, tiens, justement, on a un technicien avec nous. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le seuil, éventuellement les différents paliers, puis nous prendre l'exemple de Jean, par exemple. En fait, c'est simple. Le corps humain, il a 2 seuils ventilatoires. Voilà. Et aujourd'hui, on a des gens comme le docteur Mondenard, ou même Robin Plat, qui est entraîneur à l'INSEP, là, des équipes de France de natation, qui vont utiliser ces 2 seuils pour faire, on va dire, 3 zones de travail. Voilà. Donc le premier seuil ventilatoire, il va être, c'est ce qu'on va appeler l'entraînement en Z2 ou l'entraînement en endurance. C'est un entraînement où vraiment on va être en équilibre des lactates. 2 millimoles de molécules à peu près, c'est-à-dire qu'on ne souffre pas du tout, et c'est le plus important. Pourquoi ? Parce qu'on va fabriquer son moteur aérobie, le cœur il a le temps de se remplir et de se vider, et on va faire des capillaires sanguins. Donc un capillaire, c'est un vaisseau sanguin 20 fois plus petit qu'un cheveu, et pour avoir beaucoup de capillaires dans le corps, pour emmener beaucoup d'oxygène aux muscles, il faut s'entraîner à cette allure en vélo on dit c'est la Z2. Donc cette allure vraiment dans la littérature et dans le réel, c'est plutôt entre 65 et 70% de la fréquence cardiaque maximale. C'est hyper contre-intuitif parce que en fait, aujourd'hui les gens ils pensent que s'ils ont moins de temps de s'entraîner, il faut faire de la qualité. Et si on fait beaucoup de qualité, c'est-à-dire par exemple la deuxième allure où on va plus vite, on ne fabrique pas de capillaires, on va pas progresser, on va pas utiliser en substrat les graisses par exemple. Et dans cette première allure, donc ce que j'appelle moi l'endurance fondamentale ou l'endurance vraie, là on fabrique des capillaires, on apprend à utiliser les graisses, le cœur a le temps de se grossir, a le temps de se remplir et de se vider. Voilà. Et pour moi c'est 80% du temps d'entraînement. La deuxième allure, c'est celle qu'on appelle le seuil, un peu faussement, mais donc c'est le deuxième seuil ventilatoire. C'est le moment où on va fabriquer beaucoup plus de lactates sanguins et qu'on va pas les éliminer. Donc cette allure-là, en fait, c'est plus l'allure qui va être utilisée pour un Alpha Ironman, et elle se situe entre 90 pulsations à peu près de la fréquence cardiaque max. De la fréquence cardiaque maximale. Et je dirais que ça, c'est une allure vraiment de compétition. Voilà. J'appelle ça le temps de soutien ou allure de compétition. Et ça, moi, D'ailleurs, je crois qu'on est entre 2 et 4 millimoles par litre là, sur ce palier-là. Et l'avantage, c'est qu'on continue de synthétiser quand même. Donc, et après, Christophe va y revenir, mais après, on rentre dans la partie où en fait, tu crées beaucoup plus de lactate que ce que tu es capable, exactement, que ce que tu es capable d'éliminer. C'est exactement ça. Donc, on est entre 2 et 4 millimoles. Et au-delà, en fait, on va plus pouvoir synthétiser l'acide lactique. Et la troisième allure, c'est le VO2 max ou au-dessus, hein. Donc là on dépasse les 4, on peut monter à 6-8. Donc c'est entre le VO2 max, c'est un plateau entre 90 environ et 95% de la fréquence cardiaque maximale théorique. Cette allure-là, elle va nous aider à augmenter un peu sa cylindrée. Voilà. Mais ce que font beaucoup les amateurs, c'est qu'ils s'entraînent beaucoup en intensité, VO2 max seuil. Donc ils vont avoir un gros moteur, mais ils vont pas avoir la tuyauterie nécessaire dans les jambes pour emmener tout le sang, pour emmener tout l'oxygène. Et c'est là le problème. Moi, je vois des gars qui font le marathon, donc un marathon sec, ils vont le faire en 2h45, et sur un Ironman, ils vont sortir un marathon en 4h30. Et c'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas dans la même filière et qu'ils ne sont pas entraînés à la filière énergétique que sont les graisses.
Voilà. Donc les 3 allures, c'est ça à peu près. Et le VO2 max, pour moi, c'est 5% du temps de travail à peu près. Le VO2 max. Moi, c'est les fameuses règles des 80% d'endurance fondamentale et 20% au-dessus, à partir du premier seuil ventilatoire. Oui, en polarisé, ouais. Tu parlais de la fréquence cardiaque maximale qui, en plus, évolue à chaque fois. Donc, comment est-ce que tu fais pour tester, pour avoir des valeurs de fréquence cardiaque maximale qui soient correctes pour pouvoir ajuster tes seuils au-delà du fait que tu suives régulièrement les données de tes athlètes et en l'occurrence, si on prend l'exemple de Jean, j'imagine que ses seuils et sa FC Max ont évolué depuis 2022 quand il t'a contacté à juillet 2024 quand on enregistre aujourd'hui. Alors, nous l'avantage c'est que on est sur X tous les deux, donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de tests. On a fait test de fréquence cardiaque max, on a fait de lactate. Avec moi je jouais le vampire, donc prise de sang et tout, c'était super intéressant. On fait beaucoup de tests, on a fait le test de Cooper, donc en 400 mètres natation, donc le test 400, ça je l'ai déjà dit. Vélo aussi, il a fait pas mal de tests. Il est même allé à Paris, il a vu une physiologiste. Voilà, donc je prends tout ça. Et après, ce qui se passe aussi, c'est que pas mal de montres comme Garmin aussi donnent les fréquences cardiaques maximales, les réactualisent avec pas mal de données. Et c'est assez précis en fait. Souvent, j'ai des athlètes qui sont qui sont pas sur X, qui me disent là ma montre elle m'annonce que ma nouvelle fréquence cardiaque max s'étend et ça marche pas mal. Voilà. Mais en tout cas, les tests, en règle générale, moi je fais 3 fois des tests par saison. Voilà, l'hiver, avant les compètes et en cours de saison, pendant les compètes, on a des valeurs qui arrivent aussi. Le corps humain a tendance aussi avec la chaleur à changer certaines choses, certaines valeurs. Donc j'ai tendance à dire aussi qu'il faut aussi écouter ses sensations. Voilà. Il y a des gens, je disais, essaye d'aller à 160, 162. Il me dit, mais à 158, je me sens vraiment bien. Voilà, 160, c'est trop. Eh ben, ça, c'est des choses qui sont importantes. Avant toutes les datas et la théorie, ce qui est important aussi, c'est les sensations. Et toi, Jean, qui est un gros geek, est-ce que malgré tout, tu arrives à écouter tes sensations ? Moi, j'ai besoin d'un référentiel. Donc, la data, c'est mon référentiel. Et ensuite, l'avantage du référentiel, c'est que tu as toujours une marge d'erreur à plus ou moins 5%. Et c'est là que les sensations rentrent en jeu. Donc, pour moi, je dirais, tu as 90-95%, c'est de la data. Et les 5-10% de changement, en fait, c'est là où les sensations rentrent en jeu. Et je vais te donner un exemple où, en fait, j'ai eu les sensations et j'ai regardé la data après pour comprendre. Donc, j'ai fait l'Ironman de Nice il n'y a pas longtemps. Et dans la natte, moi, je suis con, parce qu'en plus, j'avais des lunettes qui m'affichaient le cardio. Donc, je vois le cardio qui monte à 156, 157, 158. Je me dis, ça doit déconner, c'est pas possible. J'ai jamais eu 157, 158 en natation. Déjà, je nage comme une enclume. Si en plus de nager comme une enclume, j'ai un cardio de merde, autant que j'arrête tout de suite, quoi. Donc, en fait, je crois pas le cardio à ce moment-là. Et au lieu de me calmer, de redescendre un peu en pression, de regarder ce que ça peut donner sur le cœur et tout, je continue d'avancer et en fait, j'arrive sur le vélo et sur le vélo, en fait, je suis cramé, quoi. Je suis cramé parce qu'en fait, c'est con, mais pendant 1h20, j'ai carburé à 157 pulses et personne carbure à 157 pulses en faisant ensuite la suite de son Ironman en pleine forme. Et ce qui était très difficile pendant le vélo, en plus, c'est que Nice, il y a beaucoup de dénivelé et donc ça veut dire que tu as peu de zones de récupération. Donc en fait, quand je t'enquille ton vélo, il faut que tu ailles vite parce que tu as les premières bornes où tu es à 40 de moyenne et donc tu avances. Ensuite, tu as une première côte et ensuite, c'est bourré de faux plats. Une deuxième, rebourré de faux plats. Une troisième et en fait, tu n'as jamais le temps de récupérer. Le seul moment où j'ai eu le temps de récupérer, c'était dans la descente des 40, 50 dernières bornes avant d'arriver à Nice pour le marathon. Et heureusement, au marathon, j'avais bien récupéré, j'ai réussi à le faire en 3,23, mais le vélo, c'était horrible. Pendant tout le vélo, j'avais qu'un espoir, c'était de crever, d'avoir un accident, que ça s'arrête. Genre, c'était la torture. Et pendant que tu es en torture, tu te dis, vu que je suis en train de me faire mal, quitte à me faire mal, autant me faire vraiment mal, tu vois. Ça sert à rien d'aller faire un vélo de merde
Si c'est pour se plaindre, arrête-toi ou bute-toi, tu vois, mais te mets pas au milieu, quoi. Donc en fait, j'avais trop mal et donc j'ai continué. Et là, vraiment à la fin, je regarde mes datas et je me dis putain, j'ai merdé sur la natation. Et quand on a repris l'entraînement un peu après, donc du coup, j'avais mes pulses que je captais et que donc Christophe a accès à mes pulsations quand je nage. Et il me dit Jean, quand tu nages, je te jure, il y a tu nages trop vite. Tu nages trop vite. Tu nages à des pulsations qui sont pas adaptées aujourd'hui et du coup, tu fais pas ta caisse là, en natation. C'est pas bon. Et donc j'ai réduit un maximum. Et maintenant, je peux nager 1 heure et quand je nage 1 heure, je dépasse pas 130 pulses quand je suis en zone 2, alors qu'avant, il y a encore un mois et demi, tu vois, je montais à 140, 145 et en fait, mon cœur s'emballait très vite, de manière un peu bête, quoi. Donc, j'aime bien cette idée d'avoir la data tout le temps à dispo, ensuite de jauger avec tes sensations, mais généralement, quand tes sensations, tu les sens bien, en fait, ça se voit sur la data après, quoi, tu vois. Et là, sur Nice, je me rappellerai toujours le col de Lec où j'ai un mec qui me dit putain, lâche rien. Et je regardais mes watts et j'étais genre, je sais pas, 250, 260 watts et j'étais dans le dur. Là où 2 mois avant, je montais le col de Lec à 280 et je me baladais, quoi, tu vois. Et c'était assez frustrant. Et maintenant que tu as vécu cet épisode où tu te sentais pas bien, t'as pas tenu compte des informations qui étaient remontées alors, par ta montre via tes lunettes, tu t'es entêté, et puis après, tu as réalisé qu'effectivement, les datas qui étaient remontées étaient pas complètement à la ramasse et que ça correspondait à tes sensations et à ton état de forme du moment. Est-ce que tu crois que tu as toujours besoin d'avoir un écran pour te donner ces informations, ou maintenant que tu as ressenti ça, tu vas savoir le décrypter, l'analyser, et puis tu vas pouvoir nager peut-être pas mieux, mais tu vas pouvoir nager justement dans les zones qu'attend ton entraîneur de toi pour pouvoir bien caler ton entraînement. Ce qui est sûr, c'est que je nagerai plus. Je préfère nager moins vite avec le bon cardio que trop vite avec le mauvais cardio. Donc ça, c'était une erreur. Et en plus, j'ai pas nagé vite, donc ça servait à rien. Et ensuite, l'autre truc que j'ai pas fait en natation sur la dernière saison, parce qu'en fait, je nageais comme une enclume, donc je me disais, il faut que je fasse des bornes, et en fait, non. Il faut faire de l'éducatif, il faut faire du VO2. En fait, la natation, c'est exactement comme le vélo et la course à pied. En fait, tu peux pas juste te dire, je fais des bornes et ça va aller, quoi. En fait, il faut que tu te mettes aussi dans l'éducatif et aussi dans la VO2, parce que c'est aussi comme ça que tu progresses, quoi. C'est marrant cette image qu'on peut avoir, nous les sportifs, et je nous inclus tous, hein, et je pense que toi aussi Christophe t'es passé par là, à se dire justement, faut faire des bornes, faut en bouffer, et c'est comme ça qu'on va progresser, peut-être en laissant de côté les gammes, les bases. Quand t'es musicien, quand t'es pianiste, mais tu échauffes tes doigts, tu fais ça toute la journée. Quand tu es pianiste professionnel, tu fais des gammes. T'as beau être un virtuose, t'as beau ressembler à Mozart ou être le futur Chopin, t'en fais des gammes. Pourquoi est-ce que dans le sport, on n'en fait pas des gammes où on a cette impression que si on fait des gammes, on perd notre temps et donc du coup, on progressera pas. Alors que c'est tout le contraire, justement. Il y a un problème d'ancrage, un problème d'éducation et aussi, comme je le disais, un problème chronophage. Un champion, il va s'entraîner 40 heures par semaine. Un entrepreneur, déjà, s'il fait 15 heures, c'est bien. Et donc, il faut optimiser au maximum. Et moi, je le dis souvent, et dans tous mes plans d'entraînement en natation, toute la saison, il y aura des éducatifs. L'hiver, il y en aura beaucoup, et après, l'été, ou même en période de compétition, on va l'utiliser un peu pour l'échauffement. Mais en fait, il vaut mieux nager 1 km ou 2 km en faisant beaucoup d'éducatifs plutôt que mettre le pull boy entre les jambes et faire 3 bandes. Voilà. Il y en a beaucoup qui font ça, quoi. Pull boy entre les jambes et puis donc avec des techniques pas possibles. Et voilà, donc c'est un problème aussi d'optimiser et d'en faire le maximum avec le peu de temps qu'on a. Et c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Puis il y a un truc d'autoconviction aussi, tu as envie de te convaincre de ça. Le jour où tu comprends ce qui est bon pour toi, tu te convaincs de l'inverse. Donc maintenant, quand je vais aller à la piscine et que je vais faire des éducatifs et que je vais plus regarder le temps au 100 mètres, je vais regarder le temps total passé. Et je me dis, j'ai passé ce temps total à progresser et pas ce temps au 100 mètres. Parce que je sais que le temps total que j'ai passé contribue à l'amélioration de mon temps au 100 mètres, mais pas spécifiquement sur cette séance, quoi.
mais sur les séances à venir. Et donc, en fait, il faut reprendre du plaisir à faire des éducatifs. En plus, éducatifs, c'est bien parce que comme tu varies, en fait, 200 mètres par-ci, 200 mètres par-là, à la fin, tu as fait 2, 3, 4 bornes assez vite, quoi. Hein. Et c'est pas parce que tu as mis 20 minutes ou 30 minutes de plus que ça l'a pas fait, au contraire. Et donc, reprendre du plaisir à avoir des séances structurées en natation. Moi, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai beaucoup nagé en mer la semaine dernière. En mer, c'est un peu plus chiant quand même de faire du éducatif, on va se le cacher. Donc là, j'ai fait des bornes. Parce que l'avantage, c'est que tu fais pas les virages. Ouais. Certes, tu fais pas le virage, mais t'as l'impression quand même d'avoir bouffé une marmite d'eau salée à la fin, quoi. Donc, mais donc, et là, cette semaine, tu vois, j'ai des piscines cette semaine. Et là, je vais faire éducatif après éducatif après éducatif. Ça va être une super semaine et de la VO2. Et je suis sûr que ça va avoir de l'impact sur ma natte en eau libre la semaine prochaine. C'est sûr. Évidemment, c'est des gammes, il faut retravailler. Ouais, les gars, moi, donc je vous disais, j'en fais tout le temps et j'ai des pulsations même dans l'eau très très basses. Mais voilà, je suis sorti il y a 2 ans, 1h16 de l'eau et j'étais à 105 pulsations et j'ai l'impression je force pas, vraiment, c'est hyper important. Mais le fond, les éducatifs et voilà, la natation. C'est assez contraignant parce que ça demande quand même, par rapport à la course à pied au vélo, la natation, dès qu'on nage pas pendant 15 jours, au niveau proprioceptif, on perd assez rapidement. Donc ça demande d'être assez assidu. Mais comme disait Jean, c'est aussi un moyen de rester assidu et de pas s'ennuyer. Faire tous les jours 3000 mètres non-stop avec un pull boy, j'en mets au défi de faire ça pendant 1 an tous les jours, alors que faire tous les jours 5000 mètres avec des éducs échanger et puis faire des fois des 100, des fois des 400, des fois des 800 et puis des fois d'enchaîner juste des 50, des 50, des 50 en éduc, c'est pas pareil, t'as pas les mêmes sensations. C'est ça. Bien sûr. Pour revenir sur l'amateur dont tu parlais tout à l'heure, c'est comme le gars qui commence à courir puis qui s'amuse à faire des 10 km, toujours le même tour, et puis en essayant d'aller toujours plus vite, et puis il se rend compte qu'au bout d'un moment il progresse plus, tout simplement parce qu'il a la caisse, mais il a pas la tuyauterie qui va avec. 80% des gens, ils s'entraînent comme ça. Voilà. Et ils sont, disons, à une allure bâtarde. Ils sont ni doucement en fondamental, ni à fond. Et ils s'entraînent au milieu du seuil et ils comprennent pas pourquoi ils progressent pas, parce qu'ils s'entraînent beaucoup, ils forcent. Et voilà, c'est dommage. Jean, si on l'applique à toi, est-ce que tu peux nous faire un petit overview de tes 2 full Ironman? Tu as dit que tu en as fait un en 2023, en septembre 2023, c'était en Italie, je crois, à Emilia-Romagna, à Cervia, et l'autre, c'était il y a peu de temps, à Nice. Est-ce que tu peux nous faire justement la comparaison entre les deux, et une fois avec 3 mois d'entraînement avec Christophe, et une fois avec 1 an et 3 mois? Ouais. Alors attends, donc le premier demi-Ironman, c'était mai 2023. Fin mai 2023, début juin, on commence à bosser avec Christophe. Christophe me dit, avant ton full Ironman de l'année prochaine, on va en faire un autre demi en septembre. Quelques semaines avant le demi, on se rend compte que ça tombe un dimanche, je n'ai pas pratiqué avec mon agenda, et du coup, on change du demi au full 4 semaines avant. Christophe me dit, écoute, c'est un truc qu'il faudra que tu m'expliques d'ailleurs à Christophe, de passer du demi. J'ai validé, hein. Okay. J'ai validé. Oui, c'est toi qui l'as validé. mais le mec a quand même certaines capacités, non? Ouais, mais Christophe, il était malin. Il m'a dit, écoute, on a beaucoup bossé le foncier, donc tu as la caisse. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que tu ne te mettes pas dans le rouge. Donc, je vais te donner le plan, tu vas l'appliquer. Et le plan, il était simple, je me rappellerai toujours, je ne peux pas l'oublier, tu vois. C'était 400 premiers mètres en natation. Peu importe à la vitesse à laquelle tu vas au démarrage, tu réduis systématiquement la vitesse, que tu as l'impression que tu vas pas vite alors que tu vas trop vite. Ça, par exemple, je ne l'ai pas fait à Nice, mais j'aurais dû le faire. Et ça, tu vois, je l'ai fait à Cervia. Et du coup, je termine Cervia en 1h13, 5 minutes de mieux que Nice. Alors, la mer était moins agitée, tout ce que tu veux. Mais bon, les méduses n'étaient pas très agréables. Et donc, on fait ça. Il me dit sur le vélo, tu te mets à 140 pulses, tu réfléchis pas. Regarde pas le temps, mais regarde les pulses. Je termine à 140 pulses. Et il me dit sur le marathon, écoute, tu devrais tourner en 5,45 à peu près au kilo et ça va le faire, tu vois. Et en fait, je me rends compte qu'à 5,25, je suis plutôt... ça va, je suis en forme et je pourrais pousser un peu plus. Mais dis, fais gaffe quand même sur la course à pied. Si tu sens que tu peux y aller, c'est sûr que les 20 premiers kilomètres, c'est la balade, mais les 20 derniers, tu vois, c'est pas pareil, quoi. Et il m'avait dit aussi, sur la course à pied, 21e kilomètre,
Enfin, tu vois, en fait, ton esprit te dit de lâcher, mais tu as encore les jambes. Et au 32e, c'est l'inverse. C'est les jambes qui ont envie de lâcher, il faut que tu utilises ta tête, quoi. Et donc, une fois que tu as ces paramètres en tête, en fait, rien ne t'arrête, quoi, tu vois. Tu sais exactement dans quel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est marrant parce que c'est aussi ce qui s'est passé à Nice. À Nice, je savais qu'au 21e, j'allais en chier. Je savais qu'au 32e, j'allais en chier, mais juste de manière opposée entre mon corps et mon esprit, quoi. Et donc, l'Italie, je fais la natte en 1,13, le vélo en 5,15, je crois, et le marathon en 3h48. Je me traîne un peu sur les transitions. En même temps, je ne suis pas là pour faire un temps. Je voulais faire environ 11h30, quoi, et je termine finalement 10h33. Donc, j'étais trop content parce que c'était mon premier Ironman. Mon fils aîné m'avait fait une blague en me disant: Papa, si tu n'es pas dans les 500 premiers, tu es un faible. Et j'avais terminé 427e. T'aurais pu faire 499 pour la blague quand même. Exact. Mais bon, écoute, j'ai tout donné fallait quand même que j'ai un peu de marge. Et alors, ce qui était marrant, c'est que j'avais jamais couru de marathon de ma vie. Donc, pour moi, c'était mon premier marathon. Donc, tu vois, tu cours ton premier marathon à l'occasion d'un Ironman. C'est assez marquant comme expérience. Et Chiravia, autant le vélo est très moche parce que tu es sur l'autoroute une partie du temps, autant la course à pied est magnifique. C'est vraiment un très très beau parcours de course à pied. Et donc ça, c'était très ludique. Et donc voilà, on fait ça. Donc ça se passe en 10h33. C'était un bon score. Et donc à ce moment-là, avec Christophe, ce qu'on se dit, c'est Nice 2024. L'objectif, c'est de faire tout juste sous la barre des 10 heures, donc 9h59, si possible. Et ça, en plus, ça te donne un slot pour Kona, tu vois, qui sont les championnats du monde et qui ont lieu en octobre de cette année. Bah, ça te donne un slot si t'es dans le road down, parce que. Ouais, bah alors là, enfin, on va tout de suite spoiler un peu la fin. J'ai terminé en 10h23 et celui qui a eu le dernier slot de ma catégorie d'âge, il avait terminé en 10h14. Donc en fait, je suis à 10 minutes du slot, quoi. Je suis un peu mauvaise. Ouais, mais si t'avais respecté le plan et si t'avais ralenti en natation, peut-être que t'aurais été dedans. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Je pense qu'il y a plein de trucs, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que la natation, j'aurais dû moins me cramer. Ça, c'est le premier truc. Sur le vélo, je me suis vraiment accroché dur. Et je fais le même temps que je faisais 2 mois avant avec le trafic et une crève pas possible. Donc en fait, je pense que je suis à au moins 10-15 minutes de ce que j'aurais dû faire ce jour-là. Et en revanche, je suis content de mon marathon parce que je fais un beau marathon, alors que je suis cramé sur le vélo et sur la natte. Donc ça, c'était vraiment cool. Et avec des transitions assez rapides. Donc moi, je savais que Jean, il avait un gros mental, mais c'est sûr que à Nice, moi, j'ai souffert sur le côté aussi, parce que là, j'ai vu qu'il était pas bien. Et là, on se dit, le gars, il a énormément de mental. Énormément de mental. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est très dur d'être coach au bord de la route et de souffrir. Je préfère être dedans parce que c'est terrible. C'est terrible. On passe dans tous les états et c'est assez terrible. Mais c'est quand même exceptionnel. Et par rapport à certains athlètes que j'ai coachés, il a cette capacité à rester concentré et à apprivoiser la souffrance, en fait. Moi, je connais beaucoup de gens qui auraient pété les plombs, qui auraient tout balancé, et on n'est pas dans sa tête, mais on a l'impression que tout va bien. Et ça, c'est exceptionnel, et ça, c'est un mental de champion. Intrinsèque, il l'a. Et l'anecdote que j'ai aussi, que j'ai bien aimé, c'était à Aix-en-Provence. Il y avait énormément de monde cette année. Et on devait se voir avant Moi, j'étais au départ natation et je devais récupérer ses affaires. Et il m'appelle parce qu'on s'est loupé en fait. Et j'ai pas eu, avec le bruit, j'avais pas ses appels. Et en fait, il m'a envoyé un message très calmement. Il me dit bon je te trouve pas. Il m'a envoyé un point. Il a laissé toutes ses affaires avec portefeuille et tout planquées derrière une haie. Et il m'a dit tout est là. Voilà. Mais ça, je trouve ça. Moi, connaissant certains athlètes et tout, je trouve ça exceptionnel. Il y a des gens, ils sont dans tous les états. T'es où, nani, nana. Bon, écoute, Christophe. Ouais, non, mais c'est incroyable. Je tiens à le préciser parce que c'est pas tout le monde. Et ça, c'est vraiment des caractéristiques de force tranquille. Une belle force tranquille. Puis tu l'as dit, Jean, finalement, ton Ironman, il s'est pas exactement passé comme tu avais prévu. Tu devais faire 9h59, tu fais 10h23.
La natation, ça t'a pas aidé. Après, malgré tout, en vélo, t'as rattrapé un petit peu. Je fais 90e temps sur le vélo, tu vois, de tout l'Ironman. Donc, et au global, je fais 150e, tu vois, c'est pas mauvais, hein, c'est mieux que 427 en Italie. Donc, je suis content d'avoir tenu le coup sur le vélo. Et je suis content de mon marathon et je suis content de m'être battu contre moi-même ce jour-là parce que c'était très, très, très dur. Et après, moi, je suis plutôt un optimiste de nature et je me dis, eh ben, c'est pas grave. Là, je vais faire Barcelone le 6 octobre. Je vais aller chercher la qualif pour Nice, j'espère, en 2025. Et puis, je me suis inscrit pour Sable d'Olonne en 2025 et j'ai cherché la qualif pour Kona en 2026. Et c'est peut-être beaucoup mieux d'ailleurs d'aller à Kona avec 3 ans d'entraînement puisque c'est le temps qu'il faut pour être sur pied, tu vois, au maximum de ses capacités ou en tout cas être mature plutôt que d'y aller dès la première année. Donc, peut-être qu'aussi, c'est un mal pour un bien. Il fallait aussi passer par cette souffrance, cette difficulté, cet échec pour devenir meilleur derrière. Et qu'est-ce que tu te dis justement quand tu es sur le vélo, quand tu es en train de courir, par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur? Qu'est-ce qui te fait aller de l'avant? Parce que finalement, il n'y a rien qui t'empêche de jeter l'éponge. Alors sur le vélo, c'est la data justement parce que non, il y a plusieurs choses. En fait, c'était génial parce que la semaine d'avant, je regarde la saison 2 du Tour de France sur Netflix. Et Excellent. je sais plus à quel moment. Tu sais, c'est quand même une phrase qui revient tout le temps. Tout le monde te dit la souffrance c'est temporaire, l'échec c'est définitif. Tu vois. Il y a un truc comme ça où l'abandon c'est définitif. C'est un truc. Et en fait, j'étais sur le vélo. La souffrance c'est temporaire et l'abandon c'est à vie, quoi. C'est ça. Ça sera toujours là, alors que la souffrance, voilà, tu souffres un moment puis après ça passe. À un moment donné. Et donc moi, j'étais sur le vélo. Il y a 2 trucs que je me suis dit. La première, je me suis dit, ok, t'as mal, t'en chies, c'est dur. Du coup, ton cardio il monte pas. Bon, t'as 148, 150, je sais plus. Bon, mais ça veut dire que globalement, ton système fonctionne. Tu vois. Là, en ce moment. Tout ton système lactique, il est en train de se synthétiser, il est en train de se recycler, ça va aller, genre, t'inquiète. Genre, oui, t'as mal, oui, t'en chies, oui, tu t'es cramé, oui, t'as été con, machin et tout, mais genre, lâche rien, premier truc. Et le deuxième truc que je me dis, je me dis 3 trucs. Je me dis, le deuxième truc, c'est que plus ça va être long, plus ça va être dur, en fait. Donc, en fait, ton vélo, il faut que tu le butes parce que, en fait, tu as 120 bornes à faire. Parce qu'au bout de 120 bornes, c'est de la descente, hein, quasiment. Donc, sur Nice. Donc, tu te butes pendant 120 bornes. Va au bout, quoi. Après, on verra. Et le troisième truc que je me dis, c'est ça. Je me suis répété, je te jure, et j'ai dû le crier tout fort au moins une vingtaine de fois. La souffrance est temporaire. La souffrance est temporaire, tu vois. Et je continuais sur le vélo. Et ça m'a fait beaucoup de bien sur le vélo. Donc, je me suis accroché là-dessus. Et après, sur la course à pied, les 3 premiers kilomètres ont été un enfer, un enfer. Quand Christophe m'a vu passer la première fois, il a dû se dire « Oh merde !» Parce qu'il me regarde et j'ai dû dire, je crois que je lui ai dit genre « C'est dur », tu vois. Ouais. Non, elle t'a dit c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Et donc, je passe et je lui dis « C'est l'enfer ». Et en fait, parce que je revenais de 5h30 d'enfer, en fait, avec le vélo. Donc, c'est pour ça. Et en fait, au bout de 3 bornes, tout d'un coup, j'ai l'impression de voler, quoi. Et les 20 premiers kilomètres du marathon, je te jure, je vole. Je suis trop bien. Je vois des copains de copains sur le côté. On tape la discute. Enfin, tu vois, genre, vraiment, je suis bien, quoi. Bon, et puis après, c'est pas ce qui se passe comme dans tout marathon. En 21e, tu dis putain, encore la moitié, chier, quoi. Et au Non, 32e, plus que la moitié. Christophe, il te l'a dit. Plus que, c'est pas encore, c'est plus que. Plus que. Non, mais en fait, et puis après, il y a tu sais, t'as des tricks psychologiques, quoi. Tu te dis, premier, deuxième tour, c'est automatique. De manière, tu vas bien, tes jambes vont bien, tout va bien. Le 3e tour, bon, c'est un mauvais moment à passer psychologique. Bon, mais ça va. Tu vois, c'est que psychologique. T'as encore les jambes, donc c'est pas grave. Et le 4e tour, bon, c'est le 4e, hein, c'est le dernier, donc c'est la délivrance. Tu vas pas trouver une excuse pour avoir chié ton 4e tour, tu vois. Et en plus, j'ai un copain sur le dernier kilomètre et demi, Hugo, qui lui fait, je crois, 2 ou 3 minutes de mieux que moi sur le parcours au global. C'est celui qui t'a mis à l'Ironman quand même, Hugo, c'est ça? Ouais, exact. Et qui m'a mis aussi une belle branlée en natation, comme à chaque fois. Et en fait, il me rattrape sur le marathon. Et il me dit, vas-y Jean, on y va et tout. Il m'a surmotivé et on a fait toute la fin de course ensemble et c'était extraordinaire de faire ça. Oui, c'est le problème on s'entraîne, on planifie, on visualise et on attend le résultat. Voilà, on l'attend. Parce que nous, en plus, on a dit 9h59. Voilà. Et donc, quand il se passe des choses comme ça, ce qui est important, c'est de rester
en pleine conscience pendant son Ironman. Et l'action, elle doit être détachée des résultats, en fait, quand ça va pas. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Mais il a tellement de fond, je lui ai fait faire des bases d'endurance l'année dernière tellement élevées. Même cet hiver, je suis allé le voir courir sur la piste. Je lui ai fait faire 3 heures, je crois. Il a fait plus de 30 bornes. Que un moment ou un autre, ça revient, en fait. Et c'est revenu. Voilà. Et il faut avoir confiance en ses capacités. Tu m'étonnes. Moi, quand je me préparais pour ma traversée de la France en courant, mon entraîneur, il me faisait faire des lignes droites de 60 bornes. Je t'assure que le mental, ça fait travailler. Et le pire, c'est qu'on a fait 40 d'un côté et 40 retour. Donc, tu fais 80 bornes sur un parcours que tu connais par cœur. Mais bon. Toi, Christophe, justement, sur des double Ironman, des triple Ironman, des déca Ironman, la douleur, l'envie d'abandonner, tu l'as forcément rencontré aussi. Qu'est-ce qui te fait tenir ? Beaucoup, c'est l'équipe d'assistance. Voilà, c'est beaucoup l'entourage. Mais au début, ça a été... moi, j'ai fait ça un peu, ça a été comme une thérapie, en fait. Moi, j'avais un frère pétri de talent. Moi, j'étais le petit rachitique au milieu de la fratrie. Et j'ai fait ça un peu pour montrer que j'existais. Voilà. Et pour prouver. Et même, par exemple, quand j'étais dans l'armée, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Même si je m'entraînais en dehors des heures de service, même si je partais sur les compétitions pendant mes permissions, la jalousie fait que il y a des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Donc moi, j'ai fait le sport un peu au début, un peu d'une façon un peu revancharde et un peu... dans un côté un peu bagarre, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai changé. Mais ce qui fait tenir, c'est les enfants, la famille et quelque chose au fond de soi qui fait que on a envie d'atteindre son Everest. Voilà. Moi, je voulais faire un DK, je voulais finir un DK et je n'ai jamais voulu gagner. Jamais. Parce que je ne pouvais pas gagner. Je pouvais pas. Pourquoi ? Parce que toute ma vie, j'ai été le petit Christophe chétif. Parce que j'étais avec des grands champions français, donc j'étais l'ami des champions, et j'ai commencé à avoir des résultats quand mon ostéo m'a dit mais tu sais que tu peux gagner. Je dis non, je peux pas gagner moi. Il y a lui, mais il me dit non mais si tu penses pas que tu peux gagner, tu gagneras jamais. Et là j'ai commencé un boulot avec beaucoup de paramètres, le mental, l'entraînement, la nutrition, etc. Et j'ai commencé à avoir des résultats. Est-ce que tu crois que justement on peut gagner? On peut être un sportif ou une sportive de haut niveau sans être persuadé qu'on peut devenir le meilleur? Je crois pas. Non, je crois pas. Surtout aujourd'hui. Intrinsèquement, on a des capacités ou on les a pas. Maintenant, personnellement, dans des sports aussi durs que le triathlon, l'Ironman et tout ça, ou même en natation, moi je suis beaucoup Cathy Ledecky, là, je vois ce qu'elle fait depuis l'âge qu'elle a 8 ans. Aujourd'hui, même maintenant, la préparation mentale, elle est hyper importante. Et il y a énormément de coachs et tout ça. Mais je pense que là où il y a des voies, il y a quelque chose à faire aussi, c'est la partie inconsciente. On travaille beaucoup notre conscient, mais il y a 95% de l'iceberg, la partie inconscient, le subconscient, qu'il faut travailler avec l'hypnose, avec la méditation et pour arriver à quelque chose. Voilà. Moi, personnellement, je pense pas que si on veut pas gagner, qu'on peut gagner. Christophe, vous avez vu la dernière pub vous avez vu la dernière pub de Nike? C'est un truc de malade, faut que j'en le vois. C'est est-ce que je suis une mauvaise personne? Et alors, la personne qui fait qui fait la voix off, je sais plus qui c'est, mais elle est hyper connue. Et donc, tout le truc dure 1 minute et demie et c'est, tu vois, est-ce que je suis une mauvaise personne? Dis-moi, est-ce que je suis une mauvaise personne? Je suis obsessif. Je suis égoïste, je n'ai pas de compassion, je n'ai pas d'empathie, je ne te respecte pas, je ne suis jamais satisfait, je n'ai pas de remords, je suis irrationnel, j'ai une obsession avec le pouvoir et ça dure comme ça pendant 1 minute. Et c'est ça, tu vois, c'est est-ce que je suis une mauvaise personne? Tu vois, est-ce que je le suis? Et le finish, c'est quoi? Ah non, et à un moment donné, il dit je pense que je suis meilleur que les autres. Ce qui est à moi
je ne le rendrai pas, et ce qui est à toi, je te le prendrai, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Et en fait, cette pub, donc forcément, elle fait jaser, parce que les gens disent, mais comment est-ce que vous pouvez mettre ça dans la tête des gens? C'est horrible. Il faut leur apprendre, tu vois, aussi d'apprécier le chemin, et puis il y a l'échec, et puis il y a machin, et puis ceci, cela. Bah ouais, mais bon, quand Léon Marchand, il a je sais pas quel âge, et il se retrouve 40e sur 40 à la sélection de natation en junior, et que derrière, il se bute 2 fois plus que les autres pour arriver au résultat, bah franchement, c'est pas parce qu'il fait le oui-oui, hein. Tu vois, c'est pas parce qu'il est là en train de se morfondre ou de se dire ah bah ça va, je pense que j'ai fait les efforts aujourd'hui, c'est bon. Non, c'est des gens qui sont perpétuellement insatisfaits. C'est comme Michael Jordan à la grande époque aussi. Et moi je trouve, et je suis désolé, les gens trouvent ça ouf. Enfin, ça leur fait péter un câble. Moi, j'ai trouvé cette pub, je vais vous la renvoyer, extraordinaire, parce que d'abord, elle est franche, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la tête de l'athlète qui veut gagner. Et ensuite, tu vois, elle est à contre-courant de toute la bien-pensance merdique des gens qui te disent ce qui compte dans la vie, c'est de participer. Ben ouais, mais tu sais quoi, si tu n'as pas envie de gagner, participe à un autre jeu. Fais un truc dans lequel tu as envie de gagner. Ça n'a rien de participer quelque part si tu ne vas pas pour la victoire. Et la victoire, ça peut avoir plein ça veut pouvoir dire plein de choses, quoi, pour des gens et notamment pour des amateurs. Mais quand tu es un professionnel et que tu en as fait ta vie, la victoire, il n'y a que ça qui compte. Ouais, même Dave Scott, Dave Scott, il a gagné 6 fois Hawaï. Il disait pour gagner l'Ironman d'Hawaï, il faut avoir envie de battre le record. Et c'est que ça. Et on n'a pas idée. Laure Manodou, pourquoi elle a pété les plombs? Parce qu'elle aimait pas nager, elle aimait pas ça, elle aimait gagner. Mais il fallait se taper 8 bornes le matin, 8 bornes le soir. Mais les gens, ils n'ont pas idée. Les déquis, elle se lève à 4h45. Pour se taper 10 bornes, après elle fait ses devoirs, machin, et le soir elle renage. Mais les gens, ils ont pas idée ce que c'est. Ils ont idée devant leur canapé au JO avec un verre de soda, c'est beau, machin, bisounours et tout, mais nager 70 km par semaine. Mais il y a des gens, ils les font pas en courant. Et c'est ça on tape sur le sportif, parce qu'il a pas gagné, il est mauvais, machin, ceci, cela. En France, encore, c'est par rapport aux années 90, par exemple en natation, les Français, ils allaient au JO. Voilà. Ils allaient au JO, ils envoyaient des cartes postales, voilà, c'était bon, ils allaient au JO. Maintenant, on y va pour gagner. Les mentalités ont changé. Mais quand on voit l'école américaine, l'ancienne école russe aussi, c'est un autre état d'esprit. Nous, en France, j'ai l'impression qu'on aime un peu on aime les belles histoires, un peu Poulidor, le deuxième, tout ça, machin. Voilà. Mais les champions, des fois, je me dis, on n'aime pas vraiment les champions. C'est clair. Mais on n'aime pas ceux qui gagnent en France. On a un problème avec ça, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, combien de patrons, Jean, t'as pu accompagner, et puis quand ils grimpent, ils sont assez bien vus. Puis une fois qu'ils sont au top, tout le monde leur crache dessus. Mais ça, c'est bon. Bref, on n'est pas là pour faire de la politique. Jean, Christophe, je t'inviterai dans mon autre podcast où justement on parle un petit peu de tout ça, de comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une vie de sportif de haut niveau. Mais l'entrepreneur, je vais faire une parenthèse. C'est un animal que j'aime bien, l'entrepreneur, parce que c'est quelqu'un qui est tout seul. Quand il est malade, il doit travailler. Vraiment, l'entrepreneur, c'est un profil que j'aime bien. Et maintenant, grâce à Jean, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me contactent. Parce que c'est des gens, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ils y vont pas par quatre chemins, quoi. Et ça vraiment, je découvre ça. Et c'est vraiment bien. Ouais. D'ailleurs, en parlant de sport et d'entrepreneuriat, est-ce que tu trouves des parallèles entre les sportifs, qui soient de haut niveau ou de très bons amateurs, et les entrepreneurs? C'est-à-dire, vas-y Jean, tu voulais réagir? Non, mais fais attention, ouais, parce que ça m'a. Donc, je me suis toujours beaucoup posé la question sur le lien entre sportif et entrepreneur. Parce que j'ai des entrepreneurs qui sont pas sportifs pour un sou, qui sont très bons. J'ai des entrepreneurs qui sont pas sportifs pour un sou, qui sont évidemment pas bons. J'ai des entrepreneurs qui sont très sportifs, qui sont bons. Et j'ai aussi des entrepreneurs qui sont très sportifs et qui sont pas bons. Donc, je me suis demandé, c'est quoi la différence entre les bons et les pas bons dans ceux qui sont sportifs? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était lié au résultat. C'est horrible ce que je vais dire, mais en fait, le nombre de gens qui viennent me dire « Ouais, moi, je fais du triathlon. Ouais, moi, j'ai fini un Ironman. Ouais, moi, j'ai fait ceci. » En fait, le finish,
Pour l'entrepreneur, c'est un truc de base, tu vois. C'est pas le sujet, est-ce que tu as fini? Le sujet, c'est est-ce que tu t'es donné les moyens de le finir dans les meilleures conditions? Est-ce que quand ça a fait mal, t'en as chié? Est-ce que après le premier, t'en as fait un deuxième? Parce que c'est facile hein, de mettre la médaille de j'en ai fait un. Moi aussi, hein, je peux aller à des dîners et dire ah, j'ai fait un Ironman, c'était cool. En fait, moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux faire, c'est que je vais faire un Ironman en moins de 9 heures. Donc, un jour, je ferai un Ironman en moins de 9 heures. Je sais pas. Ouais, il va falloir que je me grouille parce que je commence à être vieux. Mais... et du coup, t'as la différence entre l'entrepreneur qui est allé pour dire je l'ai fait et celui qui est allé pour dire je me suis battu. Et je me suis vraiment battu et j'ai gagné. Et j'ai gagné contre moi-même, j'ai gagné contre quelqu'un, j'ai gagné contre mon objectif, mais j'ai gagné, quoi. J'y suis allé pour gagner. Et l'entrepreneur, j'ai beaucoup de gens, malheureusement, qui deviennent entrepreneurs pour cocher la case de l'entrepreneur. De dire, ah ben, super, je suis devenu entrepreneur. Mais putain, mais en fait, tu es devenu entrepreneur. Pourquoi? Tu vois, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne la rage? Sur quoi tu as progressé? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir demain? Tu vois, pour continuer d'avancer et d'aller de l'avant, etc. Et donc je vois la différence entre ceux qui font du sport et qui en fait s'accrochent des petites médailles pour dire je l'ai fait, et ceux qui ont la vraie motive. Par exemple, tu vois un mec comme Firmin Zocchetto. Firmin Zocchetto, c'est le fondateur de Payfit. Payfit, c'est une boîte qu'on a financée en 2015, donc ça fait presque 10 ans. Il n'est pas passé que par des moments faciles dans sa boîte, mais c'est un garçon avec beaucoup d'ambition, beaucoup de courage, beaucoup de talent et qui se bat. Tu vois, en vélo, moi je fais du vélo avec lui, il me défonce en vélo. Tu vois, il a la génétique, mais il a aussi, ça se voit dans ses entraînements. Tu vois, quand il s'entraîne à 6h ou à 22h le soir, hein, tu vois que le mec, en fait, il passe pas ses journées à se palucher, quoi. Là, il vient de se mettre à la natation et il y a 3 semaines, il a fait un 20 km en 3,45 du kilo. Le mec, il courait pas il y a 6 mois. Donc, le mec est une machine. Et il le fait pas juste pour le faire une fois. En fait, il y va et il se bute et il va se buter et il va faire des scores. Et lui, c'est un vrai, lui. Mais ceux qui me disent ah, moi aussi, j'ai fait des triathlons, ouais, il y a faire et faire, quoi. Ouais, c'est pour ça que ma question, c'était bien, en tout cas à Christophe, mais tu y as aussi partiellement répondu, Jean. Est-ce que tu as trouvé déjà des parallèles entre entrepreneurs et sportifs de haut niveau, entendons-nous bien, c'est-à-dire, comme dit Jean, ceux qui y vont pas pour le faire une fois, mais ceux qui y vont, qui répètent, qui essayent de craquer le système, qui mettent en place ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, qui se fixent un objectif, qui l'atteignent et puis qui recommencent et qui se fixent un autre objectif, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as déjà vu des parallèles? Est-ce que il y a des similitudes pour toi, Christophe? Ouais, il y a des similitudes, mais après c'est sûr que après ceux qui font une fois l'objectif et qui arrêtent, voilà, après c'est pour eux c'est fait, mais j'en ai pas mal là qui continuent, qui re-signent pour 1 an et puis mais tout en gardant un équilibre familial et boulot, qui arrivent à s'entraîner régulièrement, à faire tout ce que je leur dis. Et moi, c'est en ça que j'aime bien, parce que c'est des gens ceux qui veulent faire du sport et atteindre ses objectifs, qui vont au bout de leurs envies, quoi. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Jean, tu l'as dit tout à l'heure, ton objectif c'est de boucler un full Ironman en moins de 9 heures. Christophe, il disait que au-delà de l'entraînement, il y a plein d'autres choses, et notamment eu égard à l'inconscient, à travailler. Est-ce que c'est des points sur lesquels vous travaillez déjà? Vous commencez à travailler? Vous allez travailler? Question pour le coach, hein. Moi je sais pas, j'en suis. Ah non, c'est pour toi, Jean. Non, en fait, pour l'instant, le plan se déroule comme prévu. Donc moi je fais, j'ai dit à Jean, hein, il l'a évoqué, je dis déjà, on va arriver au maximum de ses possibilités au bout de 3 ans d'entraînement. Voilà. On peut faire gonfler naturellement un cœur en 3 ans. Donc là, ça fait 1 an qu'on s'entraîne ensemble. Voilà. Ensuite, l'approche mentale, déjà, il a quelque chose d'intrinsèque, Jean. Mais là où je pense qu'il va falloir qu'on parle, c'est aussi peut-être au niveau du volume, pour ce qui est du coût énergétique. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, même avec 15 heures, ça va être un peu limite, quoi. Mais au niveau mental, très honnêtement, j'ai pas apporté grand chose à Jean, quoi. Voilà. Moi, je suis plus, lui, il a le profil, je vais être plus freineur. Voilà. Je vais plus le canaliser et le freiner, parce qu'il peut être un peu excessif, hein.
les talons, hein, vous imaginez. Donc il faut que je tire un peu sur les rênes. Voilà. Il y a des gens, il faut que je les pousse, mais c'est un peu comme dans un orchestre, le batteur. Il y a des batteurs, ils sont fonceurs, d'autres ils sont freineurs. Moi, Jean, il faut plus que je le freine. Voilà. Donc souvent, je suis obligé de lui dire, mais c'est pas grave, c'est déjà bien, vas-y, cool et tout. Donc avec lui, forcément, c'est facile, c'est sûr. Mais bon, il a un côté, oui, c'est vrai, un peu excessif. Cette qualité qu'il a, ça devient aussi un défaut. Parce que, par exemple, moi, je sais ce qui se passe après un triathlon, après un Ironman. J'y vais, j'ai envie de m'entraîner, on a envie, mais la fatigue elle arrive bien plus tard. Donc moi je lui dis non mais calme, cette semaine repose-toi, donc voilà. Bon oui. Il s'est reposé, il a été faire 500 bornes de vélo. Voilà. Je l'ai payé 2 fois l'année dernière. J'avais les Bosses de Provence 15 jours après. Et les Bosses de Provence, t'as que 100 bornes, mais tu te butes comme un connard parce qu'en fait, t'es pas là pour jouer, quoi. Et cette année, après Nice, 15 jours ou 3 semaines après, j'avais l'étape du Tour. Et l'étape du Tour, t'as 130 bornes avec 4005 de D+, et après, t'as 85 bornes qu'il faut rentrer à Nice. Hein. Moi, tout ce que je peux faire, c'est dire les choses. Parce que mon patron, c'est qui ? Mon patron, c'est mes athlètes. Sans faire de clientélisme, je vais pas dans leur sens. Mais je les ai pas sous contrat. Je peux pas leur donner des ordres, de leur dire bon non, lundi tu fais ça, et maintenant tu te reposes. Donc c'est mes patrons, ceux qui me payent. Donc tout ce que je peux faire moi, c'est de dire les choses. Tu veux faire les bosses du 13 ? Ok, mais je valide pas. Voilà, c'est tout. mais bon, l'objectif était passé. Il y a eu l'année dernière les bosses du 13, là l'étape du Tour. Mais c'est sûr qu'après un objectif comme ça, la fatigue et tout, c'est bon. En vérité, j'aurais dû reprendre progressivement et donc je serais arrivé en 3e semaine pas claqué, mais en reprise progressive. Alors que là, en fait, au bout de 15 jours, j'arrive en 3e semaine claqué, il me refaut 15 jours pour récupérer. Donc en fait, je les ai perdus ces 2-3 semaines. Et écoutez, cri-cri. Mais là, t'apprends et tu referas pas l'année prochaine. Non, mais là, on m'a proposé un truc en octobre, juste après Barcelone. J'ai dit non. Voilà, t'apprends, c'est bien. Et les autres paramètres éventuellement d'évolution, de progression, je pense à des choses toutes bêtes, la méditation, la sieste, la nutrition, l'alimentation de manière générale, l'hygiène de vie. Est-ce que c'est des choses que vous travaillez aussi ? Alors, ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup. Bon, là, le premier paramètre, c'est l'entraînement. Voilà, l'entraînement, c'est hyper important. Le deuxième, c'est le mental. Ensuite, la nutrition, super important. Le matériel, alors là, Jean, je lui fais confiance, parce que niveau matériel, il met le paquet. Donc, il se fait plaisir. Oui, voilà. C'est bon, il n'y a pas de problème. Et dans le mental, moi, j'ai envoyé des choses sur la cohérence cardiaque, sur la méditation. Et on va peut-être travailler un peu la visualisation, plein de choses comme ça. Et là, je suis en train d'écrire sur ma méthode de réussir durablement en triathlon. Je suis en train d'écrire cette année un livre sur le mental, mais justement pour travailler la partie émergée du mental, le subconscient. Voilà. Ensuite, le matériel, je vous l'ai dit. La tactique, c'est très important. Voilà. Ça, il y a des gens, ils s'entraînent et bonne chance, ils vont faire le triathlon. Mais en fait, il n'y a pas de chance. C'est bonne course. Et si on n'a pas un plan de course, moi je trouve ça... combien de gens j'ai vu au 100 km, alors qu'est-ce que tu as prévu ? Le gars il me dit je cours le plus longtemps possible. Donc ça non. Donc moi je fournis un plan de course et je sais pas... tous mes athlètes ils ont un plan de course. Tous. Et même je prends la responsabilité du plan de course. Comme ça enlève une partie mentale à l'athlète. Voilà. Si l'athlète il réussit, c'est lui. S'il loupe, c'est moi. Ça, on est tranquille. Voilà. Donc le matériel. T'envoies un plan ou t'envoies 2 ou 3 plans ? Parce que Jean, il le sait. Une entreprise, business plan, il y a toujours ce qu'on rêve. Moi, je dis à tous mes entrepreneurs qu'il faut avoir qu'un seul plan. Hein. Et que le plan, c'est celui lié à tes capacités, pas celui lié à tes capacités moins une marge d'erreur ou celui où tu es super ambitieux et tout. Il faut avoir un vrai plan. Et Christophe, c'est un plan qui commence 1 semaine avant la course, voire 2 semaines avant, avec les derniers jours d'entraînement qui sont jour par jour.
et jusqu'à la nutrition enfin voilà, tout. Hein, pendant les 15 derniers jours, tu prends Christophe, tu appliques les journées et à la fin, ça se passe comme sur des roulettes. Moi, il m'a fait le coup. Il m'a fait le coup en Italie, ça a marché. Il m'a fait le coup à Aix, ça a fonctionné. Et à Nice, bon, je me suis buté à cause de la natte et tout. Mais le marathon, il m'avait dit, vas-y, cours-le en 4,45 du kilo. Je suis sûr que tu peux faire 3,20 et je le termine en 3,23. Et pour moi, enfin, franchement, j'étais trop content, quoi. C'était inespéré presque. Mais donc, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de si ça se passe pas en natation, tu ajustes comme ci, comme ça. Non, Non, mais déjà, avant de parler du plan B, c'est justement la surévaluation et la sous-évaluation. Voilà. Je pourrais sous-évaluer pour avoir une marge et justement faire cette partie un peu clientéliste, quoi. Mais le plan, c'est vraiment le truc optimum. Et je préfère qu'ils se plantent en 10h23 parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient louper leur Ironman en 10h23 et qui ne fassent pas 10 heures, que je lui fasse un plan en 10h30. Je lui fais un plan en 10h30, je suis pas objectif, et il fait 10h25, et là, on est content. Non, je travaille pas comme ça. Le plan B, pourquoi il faut pas faire de plan B? Bon, de toute façon, si jamais ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche, on continue. Mais si on met dans sa tête un plan B, et que ça fait mal comme il a eu mal, on sait tout de suite l'esprit va y aller dessus. Donc il n'y a pas de plan B. C'est marche ou crève. Voilà, qui va. Et voilà, et c'est comme ça. Et c'est la loi du sport parce que voilà, il y a les trois types d'athlètes. Il y a celui qui gagne les jeux, il y a celui qui va au jeu, qui envoie des cartes postales, je l'ai dit, et il y a celui qui conduit le bus, quoi. Donc il faut avoir un mental vraiment de tueur et un mental de champion. The Human Machine. Exactement. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait un bon tour. On pourrait encore continuer. Je pourrais encore vous poser plein de questions. Peut-être une rapide. La prochaine étape pour Jean et Christophe, pour le duo, avec Jean qui court et Christophe qui coach. Alors, on prend rendez-vous à Barcelone le 6 octobre 2024. Je ne sais pas combien il y a de D+, sur Barcelone, mais je crois que c'est pas énorme. Barcelone en octobre, c'est sympa. Les conditions climatiques, normalement, sont bonnes. C'est pas le plein été. C'est pas Nice, où tu te tapes généralement des canicules. On a eu de la chance cette année. Il faisait pas trop chaud à Nice. À part sur le marathon, on a bien cramé. Sur le vélo, franchement, ça allait, c'était cool. Et le vélo à Barcelone, je l'ai là. En tout cas, c'est deux loops. Et je pense que là-dessus, on peut aller chercher 37-38 km/h de moyenne. Donc ça fait du 4h45. Bon, la natation, normalement, c'est plat. Alors, exactement. Ok, donc la natation, on va pas viser haut, mais on va viser juste. On va essayer de se faire ça en 1h14 pour pas être trop loin de Tchervia non plus, faut pas déconner. Après le fiasco de Nice. Et après, il faudra faire un marathon en 3,20 maximum. Et on verra de quoi on est capable ce jour-là. Donc, ça fait 210 minutes. Et puis, on va avoir 10-15 minutes de transition, 10 minutes de transition à peu près maximale. Donc, ça nous fait du 579 minutes, ce qui nous donne un temps de moins de 10 heures, parce que 10 heures, 9h40. c'est 600. Voilà, 9h40. Voilà, je pense que Christophe va me revoir le plan, il va plutôt aller chercher un 9,25, 9,30, mais on verra ça comme d'habitude à 15 jours de la course. Et si tu regardes, moi j'aime bien toujours regarder les résultats des années précédentes. Donc si tu regardes le résultat, par exemple, de 2023 sur Barcelone, sur les Edge Group, hommes 40, 44. Le premier, il fait 9h07, hein, pas mal. Et en fait, le 10e, il fait 9h46. Donc, il faut faire un top 10 là. Et top 10, on peut peut-être aller chercher Nice. Et coach? Pour l'instant, on en avait déjà parlé. On avait parlé même peut-être un peu plus bas, mais on va voir comment il est. Et puis je vais voir, je vais analyser tout ça. Et je lui ferai un plan de course. Mais en tout cas, oui, 9h40, oui, c'est le minimum syndical. C'est clair, avec le D+ qu'il y a par rapport à Nice, c'est le minimum syndical, c'est clair. L'autre truc, c'est que j'ai mon vélo de trip sur Barcelone. C'est un Scott Plasma RC, c'est très rigide. Et en fait, il y a peu de routes qui sont bien adaptées à ce type de vélo pour s'entraîner.
Donc, par exemple, moi, je suis souvent vers Borne-le-Mimosa. La piste de vélo pour aller à Toulon hier, elle est sympa parce que c'est une piste de vélo, mais en fait, elle n'est pas du tout agréable. Et en fait, c'est le seul endroit qui est plat dans le coin. Donc, typiquement, je me mets sur mon vélo de tri, sur mon trainer, tu vois, je suis en vacances. Et ça, c'est assez ingrat, mais au moins, c'est formateur. Comment on se prépare justement pour Barcelone qui sera au mois d'octobre, pendant tout l'été, pendant les chaleurs d'été, surtout quand on est à Aix et puis toi Jean, j'imagine que tu bouges pas mal. Donc comment tu leur apprends à s'acclimater à la chaleur, Christophe? De toute façon, l'acclimatation à la chaleur, ça dépend de plein de choses, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller progressivement. Et il y a beaucoup de gens qui vont se lever très tôt le matin et tout. Il faut y aller, hein. Moi, hier, j'ai roulé avec ma femme. On a fait 4 heures de vélo. On est allé à l'étang de la Bonde. Et on a roulé en plein après-midi. Il faisait 35, 37 degrés. Mais faut y aller. Tant qu'il y a de l'eau, faut y aller. Et quand je vois des gens qui ont l'Ironman, par exemple à Nice, qu'ils vont courir sous la chaleur, faire des derniers footings le matin à la fraîche, c'est hors jeu. Il faut faire le footing. La chaleur, faut y aller. Faut y aller. Ouais, c'est d'accord. Ce matin, j'ai fait ma séance de VO2 de vélo parce qu'après, je dois partir et tout à Paris, aux États-Unis, et donc j'ai un peu de voyage, donc je vais pas pouvoir faire beaucoup de vélo, mais il fallait que je cale ma séance. Il fallait que je la cale absolument ce matin. Il y avait 35 degrés de moyenne sur le parcours et j'ai fait 19 minutes à 290 watts. Voilà, hein, c'est comme ça que tu t'acclimates. Hein. Moi, au DK Hawaï, il y avait 90% d'humidité, 40 degrés l'après-midi. Putain. Voilà. Donc tu fais quoi? T'arrêtes? Non, moi je pense que après il faut mettre une casquette, lunettes de soleil, avoir beaucoup d'eau, courir où il y a des fontaines. Moi je m'arrose beaucoup. Mais ou même je prends le t-shirt, je le mets dans la fontaine, mais voilà, c'est pas en cherchant du confort que on va dompter les conditions extérieures ou l'inconfort. C'est justement faut pas aller chercher des trucs extrêmes. Mais aujourd'hui, il fait chaud, on a prévu un entraînement, il faut le faire. Voilà. Bon, c'était un peu la question de la fin, mais qui était voulue, hein, parce que justement l'idée c'est aussi de pouvoir donner des bons tuyaux à nos auditrices et à nos auditeurs. Et c'est vrai que pendant l'été on se pose la question et puis on va courir le matin à la fraîche ou le soir quand il fait plus frais. Mais non, en fait si on a un objectif où on va être sous le cagnard pendant 10 heures, il faut y aller puis c'est tout, quoi. Non, mais pour tes séances de zone 2, tu peux les faire sur le cagnard. Maintenant, si tu as l'option de faire tes séances de VO2 plutôt à la fraîche le matin ou le soir, tu vas pas mettre ton cardio à 90 ou 95 pour comme un connard avec 35 degrés, tu vois. Faut pas te déconner. Vaut mieux faire le matin ou le soir. Mais quand tu as 2 heures d'endurance fondamentale, c'est vrai que de les faire sous le cagnard, c'est bon pour la résistance, quoi. Messieurs, je vais bientôt vous libérer. Puis de toute façon, je pense que mon ordinateur, il va plus supporter. Pour terminer, où est-ce qu'on vous retrouve tous les deux? Peut-être Christophe, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on regarde les avis de tes coachés pour pouvoir se poser la question si on vient avec toi? Il faut aller sur le site christopheyamas-coaching.com. Et Yamas, c'est avec 2 L A-M-A-S. Jean, où est-ce qu'on te retrouve? Chez Kima Venture, mais en dehors de ça? On me retrouve sur mon blog pour parler d'entrepreneuriat, le chiffre 2lr.com, et après sur Strava, Instagram et un peu LinkedIn, ça dépend des jours et de l'humeur. Super. Merci beaucoup tous les deux. Bon courage pour la fin de l'objectif de Jean au mois d'octobre. On suivra ça avec attention et puis avec beaucoup de plaisir. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre et puis d'aller faire quelques bornes ensemble. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, avec plaisir, à bientôt. Merci les gars, ciao. Salut. Ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs. Tiens, il est parti. On a perdu un. Le navigateur, il va revenir. C'est soit son internet, soit sa batterie, soit les deux.
Je leur dirai quand il sera là. Mais tu vois, ce matin, les températures, quand j'ai fait le Babaou Sud, Ouais. donc j'ai fait, je suis content, j'ai mis 40 secondes de moins que mon Là, PR. j'ai vu, t'as fait un bon temps. Et j'ai envoyé 292 watts Hein. Ouais, j'ai vu aussi. pendant 19 minutes. Ouais. Et surtout, il faisait en moyenne 35 degrés. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Bon, moi, tant que j'ai de la flotte, la chaleur, ça me gêne pas. Ouais, moi non plus. Et après, tu as raison, il faut partir tôt et terminer tard, hein. Ou partir tard. J'ai fait ça quand j'ai fait les 20 minutes à bloc, là. Hop. Il revient du. Donc, j'imagine que tu as continué à répondre, genre, tu t'es pas arrêté quand je suis parti. Non, mais on parlait du temps. Ouais, mais on parlait du temps. Tu vois, et ce matin, j'ai fait une séance de VO2 parce que je voyage beaucoup cette semaine. Et donc, il fallait que je la cale absolument ce matin.